Citoyens, comment accéder à l'open data? Et je fais appel à Laurent Alexandre, à Antoine Flao. Bonjour Laurent. Antoine Flao. Bonjour Antoine. Célia Gruson-Daniel. Thomas London. Bonjour Célia. Thomas London. Et le débat sera modéré par Denis Silbert. Auparavant, nous avons une petite surprise. Regardez, c'est maintenant. Du monde de la finance à celui des transports, du champ de la sécurité à celui du marketing, tous les grands secteurs ont aujourd'hui recours au big data. Tous, sauf le secteur de la santé. Dans ce domaine, en France, le traitement informatique de gigantesques volumes de données semble davantage faire peur que rêver. Et pourtant, le trésor est là, jalousement gardé dans les coffres-forts virtuels de la Caisse nationale d'assurance maladie et de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Des milliards de données s'amassent depuis des années. Leur valeur est inestimable. Elle pourrait nous éclairer sur tout ce qui se passe en matière de santé dans le pays, de l'hôpital à la médecine de ville. Croiser ces données permettrait d'identifier, pour mieux les corriger, les dysfonctionnements et les inégalités de notre système. En révélant par exemple que tel examen biologique s'avère inutile en deçà de tel âge ou que telle population est plus encline à l'obésité, le big data pourrait aider médecins et pouvoirs publics à faire les bons choix et à dépenser mieux. Le cabinet de conseil McKinsey n'a-t-il pas récemment évalué à près de 450 milliards de dollars les sommes que le big data pourrait faire économiser au système de santé américain? Mais au-delà de la problématique de l'efficacité, c'est aussi une question de transparence vis-à-vis des citoyens. En ouvrant ses archives au public, l'Agence européenne des médicaments est en train de sauter ce pas difficile. Les chercheurs indépendants vont enfin pouvoir avoir accès, pour les vérifier, à des milliers d'essais cliniques menés par les industriels. À quand une telle démocratisation en France? Bien sûr, pour éviter que la malle au trésor ne se transforme en boîte de Pandore, il faudra poser des garanties, comme l'anonymat. Pour le reste, la voie est ouverte et le potentiel vertigineux. Donc, bonjour à tous, Denis Silbert, impliqué dans l'e-santé depuis longtemps et organisant un congrès qui a pour vocation de faire le panorama sur ce sujet, donc Doctors 2.0 en You. Nous avons vu émerger plutôt récemment l'importance du big data et du open data. Et je voulais juste, avant de donner la parole à chacun, essayer de reclarifier, parce que nous allons sûrement parler des deux termes. Donc, en fait, la data ouverte nous intéresse à partir du moment où il est grand. Donc, c'est la relation entre les deux. Et big data, c'est les terabits à partir de... Donc, c'est 1000 à la 4e place. Et on dit depuis quelques années qu'il y a 10 au 18e degré de données créées tous les jours. Donc, c'est énorme. Curieusement, et en rapport avec le titre de cette conférence, en fait, en 1789, dans la Déclaration des droits de l'homme, on peut dire qu'il y avait référence à l'ouverture à Open Data, puisque dans l'article 15, il est dit que l'on peut demander des comptes aux agents et à l'administration publique. Et l'importance pour nous est que la vraie ouverture des data permet d'aller tellement plus loin que ce que nous pouvons faire sans. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, la recherche est organisée autour de ce que l'on anticipe. On crée un protocole pour chercher quelque chose que l'on savait déjà. Et avec l'ouverture des grosses masses de données, on peut trouver des relations et des résultats que l'on ne soupçonnait pas. Je vais démarrer par demander à Antoine Flao, spécialiste santé publique reconnu internationalement, puisqu'il est actuellement associé à la fois aux universités de Genève et de Paris, comment il voit ces questions de open data en santé. Merci Denise. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a des aspects liés à la recherche elle-même. Il est possible que ce mouvement dit des big data ait un impact considérable sur la recherche. Par exemple, vous savez, l'épidémiologie, c'est une recherche, et toute l'épidémiologie clinique, c'est une recherche très classique où on se pose des hypothèses, et à partir des hypothèses, on dessine un protocole, on recueille des données, on analyse des données, et après on tire des conclusions. Le big data rejoint presque plus
le mouvement, on va dire, des astronomes du XVIIe siècle qui, à partir de l'observation de l'univers, vont déduire la mécanique céleste. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de renversement complet du système de pensée où on va se dire, est-ce que, à partir des big data, à partir de ces données massives qui nous entourent, vous l'avez souligné, c'est vrai qu'aujourd'hui, en l'espace de 2 ans, on accumule plus de données que toute l'humanité en a cumulé jusqu'à 2003. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a énormément de données qui nous entourent et, comme cela a été dit dans le petit film tout à l'heure, elles sont très peu utilisées en santé. Elles sont beaucoup utilisées dans le marketing, dans la finance, elles sont très peu utilisées en santé. Alors, en santé, il y a quand même des applications qui sont prometteuses. Par exemple, le big data, c'est plusieurs secteurs. Le secteur de l'Internet est un secteur très, très prometteur. Aujourd'hui, probablement, on pourrait dire qu'il n'y a pas un seul organisme, une seule agence de veille sanitaire qui n'a pas un œil sur Google Flu Trend quand il surveille la grippe, par exemple. Google Flu Trend, c'est parce que quand vous êtes grippé, aujourd'hui, vous allez sur Internet et vous tapez des mots, des mots comme paracétamol ou fièvre ou grippe. Et ces mots-là, si vous les regardez, en fait, c'est des mots traceurs, c'est-à-dire qu'ils suivent de façon extrêmement homothétique les pics épidémiques de grippe, mais pas... Ils suivent, en fait, ils précèdent un petit peu parce que vous allez d'abord sur Internet avant d'aller voir votre pharmacien et avant d'aller voir votre médecin, ou avant d'aller voir votre médecin et votre pharmacien, parce qu'il y a des médicaments que l'on peut prendre sans ordonnance et donc les médicaments peuvent aussi être des traceurs. Donc on voit déjà qu'il y a encore une deuxième base de données, la base des médicaments, qui est une base énorme, big data, c'est-à-dire de sources multiples, allant extrêmement vite, et également qui ne s'arrêtent jamais. Eh bien, ces médicaments traceurs, ces mots-clés traceurs peuvent permettre de faire de la surveillance précoce, de l'alerte précoce, et on peut penser aujourd'hui que dans beaucoup de domaines, ce sera vrai. Alors il y a d'autres exemples. Il n'y a pas que l'Internet. Les satellites qui nous passent au-dessus de la tête en permanence accumulent un grand nombre de données, et aujourd'hui, il y a des papiers qui sont parus et qui montrent que on peut faire de la prévision dans la Corne d'Afrique, où il n'y a absolument pas de veille sanitaire, ou très peu, disons. On peut faire, par exemple, de la veille sur le paludisme, sur la fièvre de la vallée du Rift, qui est une fièvre hémorragique presque aussi grave que celle d'Ebola, etc. De la même façon, sur nos latitudes, ces satellites mesurent la pollution. Et on peut aussi véritablement piloter les pics de pollution sur nos villes avec les satellites. Ces données sont, on peut presque dire, gratuites, innombrables. Elles passent tous les jours, de toute façon. Donc, elles ne sont pas toujours open, pas toujours ouvertes aux chercheurs, mais lorsqu'elles le sont, de très grands papiers. Et encore une fois, ça peut être extrêmement prometteur. Alors, je n'ai pas parlé de l'hôpital, l'assurance maladie, on en reparlera, mais en termes de vigilance sanitaire, en termes de pilotage des hôpitaux, en termes de marketing également, en termes d'éducation pour la santé, il y a beaucoup d'applications qui aujourd'hui sont plutôt des papiers de recherche qui ne sont pas encore, en tout cas dans le domaine de la santé, passés véritablement au stade de la routine. En France. En France. En France, on peut dire aussi qu'un peu partout dans le monde aujourd'hui, c'est encore une science très très débutante. Ok, c'est la transition avec Célia Grusson qui va nous expliquer c'est quoi Hack Your PhD et nous parler justement des applications en recherche. Bonjour, merci Denise et merci à Cham de nous accueillir pour cette table ronde. Alors, Hack Your PhD, juste quelques mots, c'est une association de chercheurs, d'étudiants autour des nouvelles pratiques de recherche qu'on appelle l'open science, donc la science ouverte. C'est faire de la veille et donner des conseils à des étudiants sur la façon dont ils peuvent faire de la recherche aujourd'hui, notamment avec ce qu'on appelle l'open access, la publication libre des articles scientifiques, mais aussi avec l'open data. Et l'open data en recherche, c'est un domaine nouveau et qui pose énormément de questions, notamment aux chercheurs. Et il y a ces données de recherche en santé qui sont compliquées et souvent les chercheurs ont du mal à comprendre comment les partager, qu'est-ce qui peut être partagé, qu'est-ce qui ne peut pas être partagé, où mettre ces données. Et donc au niveau de l'open data, l'open data en recherche, c'est important d'avoir une notion d'éducation des chercheurs au partage de ces données, à l'anonymisation aussi de ces données.
Donc c'est quelque chose actuellement qui est important et que peu de jeunes chercheurs et de chercheurs en général savent faire. Et pourquoi? C'est qu'aussi au niveau juridique, pour l'instant, c'est encore assez flou. On est dans cette période d'open data où il n'y a pas encore de réponse, aussi bien par exemple au niveau des licences qu'on peut associer à ces données. Et on se rend compte qu'on a besoin à la fois de donner des informations aux chercheurs, mais aussi à des citoyens là-dessus, mais se tenir au courant des nouvelles lois qui sont mises en place. Donc c'est en permanence avoir des itérations entre finalement ce qui se passe et ce qui est inventé, les innovations juridiques, économiques en lien à l'open data, et tenir au courant ces chercheurs et aussi les citoyens. Parce que l'open data aussi, quand on parle de l'open data, normalement c'est les données publiques, souvent médico-administratives de la santé, et tout citoyen devrait, avec le principe que vous avez énoncé, l'article 15 de redevabilité, devoir accès à ces données-là. Et ça pose énormément de soucis parce que souvent on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'une donnée, on ne sait pas comment utiliser ces données, on ne sait pas avoir un regard critique aussi par rapport à ces données. Souvent vous pouvez voir de belles infographies, etc., des tableaux, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Et je pense qu'au niveau éducation, et c'est un peu le côté de Hack Your PhD et aussi d'autres associations comme l'Open Knowledge Foundation avec l'école des données, de donner des clés et aider les personnes à avoir un esprit critique sur ces données et ce que signifie l'open data et ce qu'on peut faire avec. Donc on peut penser que cette génération d'étudiants va être extrêmement exigeant en termes d'accès puisqu'ils ont été formatés pour. Je pense qu'il y a une exigence, en tout cas au partage, une question sur le partage, et j'espère qu'ils auront une réflexion critique par rapport à ces nouvelles problématiques qui sont créées, les enjeux aussi que ça génère. Donc nous avons vu deux perspectives, santé publique et puis les jeunes chercheurs. Nous avons la chance aussi d'avoir avec nous Thomas London de McKinsey, société qui permet une fenêtre sur tous les secteurs, spécialisée dans la santé. Quel est ton rapport avec Open Data et Big Data ? On a fait récemment à la fois une cartographie en fait, de la donnée qui peut exister en termes de santé en France et puis aussi des usages finalement qu'on voit à travers le monde. Et on a commencé là dans le débat à la fois aborder le concept de Big Data et celui d'Open Data et parler pas mal des applications en termes de recherche. Alors évidemment, c'est la première chose à laquelle on pense, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut exploiter la pleine richesse de cette masse de données incroyables et donner un meilleur accès à la communauté scientifique, à l'industrie pour stimuler l'innovation. Mais en fait, si on brosse le panorama des bénéfices potentiels, il y a au moins 3 autres types de bénéfices dont on voit qu'ils sont plus ou moins exploités d'un pays à l'autre. Le premier de ces 3, c'est fondamentalement aider à la prise de décision pour les patients et les professionnels de santé. Donc l'information médicale qu'on peut trouver sur des sites comme Doctissimo, Amélie Santé, choses comme ça, participe de ça. Mais aussi, on a probablement plus dans certains pays, en Allemagne, en Angleterre, accès à une information sur les parcours de soins et les prestataires qui permet aux patients de choisir son médecin, pas juste sur la base du bouche à oreille, mais sur la base de critères objectifs et de données qui sont en accès public. Donc ça, c'est, je dirais, deuxième type de bénéfice. On a là aussi de plus en plus des outils plus sophistiqués qui permettent de repérer des risques de iatrogénie sur un médicament qu'on prend en scannant le code barre de la boîte, et un certain nombre d'outils qui permettent finalement, in fine, d'autonomiser le patient. On a ensuite une série de bénéfices autour de l'amélioration de la performance des prestataires de santé, et là, probablement, il y a encore beaucoup à faire en France. On a pas mal de pays dans lesquels on peut commencer à comparer les hôpitaux, les médecins de ville sur un certain nombre, là encore, de critères objectifs et de données sur la qualité de la prise en charge. Aux États-Unis, on peut trouver sur le site du Home Care les taux de réhospitalisation, les taux de mortalité pour les établissements de santé par type de prise en charge. Et donc ça permet à la fois de s'orienter quand on veut choisir un prestataire et puis aussi, quelque part, de mettre de la tension et une saine tension sur les prestataires pour qu'ils s'améliorent. Donc cette transparence-là est utile. Et puis il y a un dernier type de bénéfice qui tient très à cœur aux associations de patients notamment, qui est toute la notion de renforcer la démocratie sanitaire, avec cette idée que si on donne plus d'informations aux patients, ils pourront, et aux citoyens, ils pourront à la fois peser plus sur les grandes orientations du système de santé, et puis derrière, fondamentalement, se faire leur propre idée et évaluer
évaluer les politiques de santé qui sont mises en place. Et donc on voit bien en fait qu'on a un panel très multiple de bénéfices et qui fait justement toute la richesse et l'intérêt de cette démarche d'open data dans laquelle de plus en plus de pays se lancent, même si ça reste encore assez naissant. Ce qui est très bien avec ce groupe, c'est que nous avons progressivement vu 3 volets. Alors nous allons faire un saut mathématique et géométrique en appelant l'avis de Laurent Alexandre, président de Dynavision, parce qu'on va rajouter une échelle aux chiffres cités sur le plan statistique de ce Big Open Data. La problématique du Big Open Data, elle est double. Le système de santé va être profondément restructuré par le Big Data. On a une explosion du volume de données. Les données génomiques, on en parlait encore l'année dernière, hein, je vous rappelle qu'un séquençage ADN, c'est 10 téraoctets, c'est 10 000 milliards d'informations. Nous allons avoir, avec l'Internet des objets et avec des capteurs multiples, une quantité incroyable de data. Vous avez tous vu l'accord passé entre Google et Novartis sur la commercialisation d'une lentille qui mesure en continu la glycémie et demain d'autres marqueurs biologiques. Cela va générer des millions d'informations à l'heure. Donc on va être sur des volumes de données qui ne sont pas traitables par un cerveau humain biologique. Aucun être humain ne peut traiter un séquençage ADN manuellement. Il faudrait 50 ans pour analyser l'ADN de quelqu'un sans système expert. Donc forcément, ce big data conduit à des systèmes experts et à des algorithmes. Et on observe une migration de la valeur, de l'acte médical qui ne vaut plus rien, qui est indispensable mais qui ne vaut plus rien d'un point de vue économique, vers l'algorithme. Et le pouvoir médical migre vers les propriétaires de l'algorithme. Derrière, des systèmes experts de plus en plus puissants vont arriver. On va avoir des pétaoctets de data par malade, des millions de milliards d'informations par malade, et des systèmes experts de plus en plus puissants pour les traiter. Je vous rappelle les déclarations récentes de 2 des dirigeants de Google. Sergey Brin a expliqué il n'y a pas très longtemps qu'ils allaient faire des machines qui vont raisonner et penser mieux qu'aucun être humain ne peut le faire. Et Kurzweil, le directeur du développement, expliquait que bientôt l'intelligence artificielle chez Google serait 1 milliard de fois plus puissante que la réunion des 8 milliards de cerveaux humains. Face à cette déferlante de la capacité des machines, aucun cerveau humain ne va résister. Cette explosion du volume de data a donc des conséquences structurantes extrêmement fortes sur le système de santé. L'algorithme devenant un espèce de trou noir économique et en termes de pouvoir. Les deux conséquences qu'on va avoir. La première, c'est que, bien évidemment, la data va être gérée par des professionnels de la data, et les datas dont nous disposons chez nous ne sont pas utilisées. On pourrait faire des choses extraordinaires en croisant l'univers du SNIRAM, c'est-à-dire des bases de données de la Sécu, pour faire courte, et puis les données PMSI. On ne le fait quasiment pas. Nos données sont en jachère. Donc, le problème qu'on va avoir, c'est que les acteurs qu'on appelle GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, et qui investissent massivement dans les algorithmes santé, vont développer des cohortes de santé géantes. Il y a déjà des cohortes d'1 million de personnes aux États-Unis, et vont fabriquer des algorithmes qu'ils vont nous revendre. Et on va pleurer comme Kodak a pleuré, comme les disquaires ont pleuré, comme les libraires ont pleuré, comme tous les gens qui n'ont pas vu que c'est l'algorithme qui concentre la valeur. Et qu'iTunes, c'est plus important qu'un disquaire de quartier. Et nous allons, si nous ne comprenons pas cette évolution du big data et de l'open data, perdre le pouvoir. Et c'est la deuxième grande conséquence. C'est que le big data entraîne une redistribution massive du pouvoir médical. Le pouvoir médical migre du médecin vers le propriétaire de l'algorithme. Soit l'algorithme est la propriété des médecins et de la puissance publique, si on donne des moyens demain à des gens comme Antoine Flahault, qui a fait des choses extraordinaires dans la manipulation de la data à des fins épidémiologiques, soit les algorithmes seront la propriété de GAFA. Google investit énormément d'argent sur les algorithmes, beaucoup plus que tout le système de santé européen réuni. D'ailleurs, la pharma commence à voir les conséquences de l'entrée de Google dans le système de santé. Alors, pour donner quelques exemples, Google maintenant, au travers de sa filiale Flatiron, a des centaines de milliers de dossiers en cancérologie,
investit beaucoup sur le diabète, on l'a vu, en génétique, 23andMe, DNA Nexus, Foundation Medicine, etc., etc. Il est aujourd'hui crucial de comprendre que la valeur n'est plus dans l'acte médical et que le data mining, le big data et le data management sont plus importants que de faire une néphrectomie ou de poser un stéthoscope sur une poitrine, quoi qu'on en pense en tant que médecin, et c'est choquant de l'entendre dire pour un médecin. Il faut bien comprendre que si nous n'en prenons pas garde, les médecins seront les infirmières de 2030. Et ce qui s'est passé chez les disquaires, chez les libraires, dans le monde de la publicité, etc., devrait nous inciter à la prudence. Tirons des enseignements de ce qui s'est passé dans l'économie numérique sur les 15 dernières années. Et nous n'en tirons aucune conséquence. Nous n'investissons rien sur les cohortes. Nous n'investissons pas sur le big data. Craig Venter, au travers de HLI, est en train de séquencer 400 000 puis 1 million de personnes en croisant les données du séquençage intégral de ces gens-là avec leur dossier médical électronique. Son objectif est de créer des algorithmes. Demain, nous achèterons ces algorithmes. Et nous n'investissons pas, alors que pour faire un algorithme santé de niveau international, il va falloir mettre des milliards de dollars. Ça va coûter aussi cher que de faire iTunes, ça va coûter aussi cher que de faire le moteur de recommandation d'Amazon. Il est donc extrêmement urgent que le monde médical et que la puissance publique comprennent ce transfert de valeur et comprennent qu'il y a une urgence absolue en termes économiques, d'indépendance et de souveraineté. Et pour les médecins, il y a un enjeu corporatiste très simple. C'est allons-nous perdre à courte échéance le pouvoir médical au détriment des propriétaires d'algorithmes ou allons-nous nous réveiller? Et je le répète, l'enjeu aujourd'hui il est clair. Voulons-nous en tant que médecins être les infirmières de 2030 ou voulons-nous garder une indépendance professionnelle? La question va se traiter aujourd'hui sur les décisions que nous allons prendre, sur la maîtrise de la data et sur la fusion entre le big data, l'open data et une politique de santé publique qui intègre pour une fois ces enjeux qui sont des enjeux internationaux et des enjeux industriels et professionnels. Alors, comment est-ce qu'un pays peut rivaliser avec ce qui est en train de se préparer par les monstres de l'économie numérique? Antoine. En fait, je suis très sensible à plusieurs éléments du plaidoyer de Laurent. Ce que Laurent a dit appelle un commentaire immédiat, c'est que les médecins, ou en tout cas le monde des professionnels de santé, seuls, ne peut pas gagner cette bataille. Ce que l'on a vu à la fois à Paris-Descartes et à l'Université de Genève, c'est que la première urgence, c'est de créer un pont, je dirais, une collaboration très étroite avec des écoles d'ingénieurs. Paris-Descartes est en train de se rapprocher de Centrale Supélec, qui eux-mêmes sont en train de fusionner, pour essayer de faire avancer la recherche dans le big data en santé. Parce que le big data en santé, c'est en effet de l'algorithmique. C'est une algorithmique très pointue, qui nécessite de très hauts niveaux mathématiques et informatiques. Et évidemment, les compétences des médecins ne sont pas celles des ingénieurs. En revanche, on trouve aujourd'hui beaucoup d'ingénieurs qui ont un attrait vers le secteur de la santé parce que c'est un secteur qui fait sens, parce que ça peut être plus intéressant pour un ingénieur de développer des algorithmes, non pas pour vous faire des pop-up quand vous googlez parce que vous faites un nouveau voyage ou que vous achetez un nouveau livre, mais plutôt pour des vraies problématiques de santé. Et on peut donc imaginer, même si ce ne sera peut-être pas uniquement l'attrait financier, mais que l'on va trouver d'excellents ingénieurs à l'École polytechnique fédérale de Lausanne ou à Centrale Supélec à Paris, qui vont être intéressés par cela. Parce qu'en effet, il est crucial, et c'est vrai, c'est au niveau européen, hein, c'est pas au niveau d'un pays, mais il faut qu'au niveau européen, il y ait un vrai sursaut aujourd'hui. On a vu dans d'autres domaines de l'enseignement, parce que tous les domaines sont touchés aujourd'hui par ce mouvement massif des données ouvertes, hein, mais il est crucial que les universités s'organisent. Mais il ne faudrait pas que les administrations et que les politiques soient trop en retrait et trop en retard, voire même en
frilosité par rapport à cela. Les discours que l'on a aujourd'hui sur la fermeture des données de l'assurance maladie ou la restriction des données de l'assurance maladie uniquement à des organismes chercheurs parce que ça pourrait être mal utilisé et causer des risques, est quelque part anachronique et quelque part se fera complètement inondé par la vague dont a parlé Laurent, qui de toute façon submergera rapidement l'ensemble du secteur de la donnée, on va dire, si les pouvoirs publics ne font pas face. Et pourtant, les enjeux sont majeurs parce qu'aujourd'hui, la France, probablement, est le seul pays au monde qui dispose d'une base de 60 millions d'assurés. Voilà. Une base gâchée, en jachère. Oui, j'allais demander à Thomas par où commencer et quels sont les conseils, parce que le problème est que ça fait plusieurs années que CHAM existe, dans la volonté de secouer le cocotier, de changer. Et le problème, c'est qu'on entend tout ceci, les gens sortent en disant finalement, tout le monde est à peu près bien soigné, je rentre chez moi, je ne vais pas me battre contre l'administration. Hier, dans le train, en venant, tout le monde regardait la dernière version du texte dans la loi santé concernant justement le non-accès quasiment aux données actuelles, ce qui empêchera tout talent d'émerger, parce qu'on ne va pas commencer par se faire les dents sur le séquençage des génomes. Donc, par où commencer ? Oui, petite remarque préliminaire à ça, je pense qu'une des forces de la France, c'est effectivement, fondamentalement, la donnée dont on dispose. On a effectivement, si on compare à d'autres systèmes, y compris des systèmes massifs comme les États-Unis, on a effectivement cette base qui porte sur 60 millions de patients, qui n'est pas fragmentée, alors que la fragmentation du système américain fait qu'en fait les bases de données sont beaucoup plus parcellaires que ce qu'on peut avoir en France avec le SNIRAM. On a d'autres exemples avec la mise en commun, par exemple, des données tumorales entre les différents centres contre le cancer. On a un certain nombre vraiment de forces là sur la profondeur et la richesse de la donnée qui est disponible. Et alors, par où commencer ? Je pense qu'on a un frein qui est finalement de faire l'amalgame entre beaucoup de choses différentes. Si on regarde, et encore une fois, on a regardé quelles étaient les conditions d'accès à des données vraiment individuelles du type SNIRAM à travers le monde, en fait, nulle part, cette donnée-là, elle est réellement en open data, disponible, telle qu'elle, au plus grand nombre. Et donc le débat qui consiste à dire qu'il faut absolument ouvrir de manière complètement ouverte le SNIRAM a tendance du coup à crisper et à cristalliser. Alors que l'enjeu, il est plutôt comment est-ce que pour une communauté scientifique et des académiques, on rend les accès beaucoup plus fluides, beaucoup plus rapides, etc. Donc on n'est pas tout à fait dans de l'open data, mais par contre c'est comment est-ce que pour une population ciblée, on rend cet accès beaucoup, beaucoup plus fluide. Et derrière, du coup, effectivement, on tire parti de la richesse de cerveau qu'on peut avoir en France, en mettant en commun, effectivement, des compétences entre l'ingénierie, les mathématiques, la santé. Oui, je vais positionner une question par rapport à Célia. Donc, cette nouvelle génération, par où pourrait-elle commencer ? Je pense à l'exemple qu'il y a un garçon qui s'appelle Jacques Andraka, qui, aux États-Unis, à l'âge de 14 ou 15 ans, donc en troisième, enfin, quasiment au début du lycée, a réussi à identifier une façon de capter des protéines circulantes qui sont un marqueur du début du cancer du pancréas, parce qu'il avait accès à des bases de données. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, un jeune génie français, 20,2 en bac, peut faire quelque chose d'intéressant ? Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir 20,2 au bac pour faire quelque chose d'intéressant. Jacques Andraka aussi, il a rencontré déjà un premier problème, et il en parle souvent, c'est l'accès aux publications scientifiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'open access. Mm-hmm. Il a voulu commencer, donc il était très jeune, il était encore au lycée, donc se lancer dans ces recherches-là, et il s'est rendu compte que je pense que vous êtes tous au courant, pour accéder à la littérature scientifique, c'est souvent $30 ou un article ou des abonnements très chers. Donc ça, déjà, c'est quelque chose, une première étape ou quelque chose déjà à réfléchir en recherche, l'open access, comment on accède à la littérature scientifique et à toute cette information scientifique. Et ensuite, qu'est-ce que peut faire aujourd'hui un chercheur avec toutes ces données ? Je pense que c'est déjà
tout ce qui est interdisciplinarité, collaboration. On voit que les États-Unis sont en avance là-dessus. Je peux prendre un exemple avec un centre qui s'appelle l'ISB, Institute for System Biology, qui travaille donc tout ce qui est la systémique en biologie, donc quelque chose de très complexe qui nécessite énormément de données, et ils ouvrent leurs données. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'actuellement, pour pouvoir trouver, avancer au niveau recherche, que ça ne sert à rien d'être seul, et qu'il faut pouvoir partager ces données pour pouvoir avancer ensemble. Donc c'est aussi mettre ensemble différentes compétences, aussi bien des compétences d'ingénierie qu'au niveau de neurobiologie ou autres, qu'on va pouvoir avancer. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose qui est lié à cette open data et de l'open data en recherche, c'est pouvoir partager ces données pour pouvoir être plus efficace au niveau de la recherche. Donc ça, c'est, je parie que c'est... Alors, Laurent, tu nous as brossé un tableau quasi définitif d'une chose qui est inéluctable. Tu connais bien la France. Qu'est-ce que tu proposerais de faire et qui soit faisable demain ? On te charge de ce projet, de faire rattraper son retard. Quelles sont les choses faisables que tu mets en place ? Ce n'est pas préparé comme question. On va voir ce qu'il répond. Je changerai les hommes. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre... Individuellement il y a un certain nombre d'hommes qui sont des facteurs bloquants à la modernisation du système de santé. C'est-à-dire il faut arrêter la langue de bois. On ne va pas moderniser le système de santé et intégrer le big data avec des poches de techno-conservateurs et d'handicapés du mulot comme on a par endroit. Non, mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas un reproche collectif. Mais il y a des hommes bloquants dans le système de santé. Vous les connaissez tous. Non. Non, mais il y a un vrai blocage humain. Il ne faut pas penser qu'on modernise un paradigme avec des technophobes. Ce n'est pas vrai. Donc il y a un problème humain à régler. Après, il y a un changement de paradigme. On voit bien qu'on est dans une logique totalement malthusienne par rapport à la data. Les textes qui prévoient de verrouiller les datas sont totalement anachroniques et vont empêcher l'émergence de géants de la big data et de l'open data et des systèmes experts. Mais la data, ce n'est pas le problème le plus important. La data, c'est secondaire. La data, c'est ce qui va alimenter l'algorithme. L'essentiel, il est sur l'algorithme. Et pour créer un géant européen ou français de l'algorithme santé, ce n'est pas gagné. C'est-à-dire que, je répète ce que je disais tout à l'heure, ne vous y trompez pas. Pour faire l'iTunes de la santé, il va falloir mettre entre 3 et 20 milliards de dollars sur la table. Ce n'est pas l'ARS de Poitou-Charentes qui va faire ça. Et le drame français, c'est qu'on risque d'être dans une situation où chaque ARS pourrait créer un système expert. Alors, Claude Evin, à l'ARS Île-de-France, aurait la surface pour faire des choses, mais l'ARS Corse va avoir un petit peu de mal à concurrencer Google Calico. Donc, au-delà du problème humain, il y a un vrai problème de paradigme, c'est qu'il va falloir mettre beaucoup d'argent. Là, l'État n'a pas d'argent, et vu l'état budgétaire actuel, ce n'est pas la puissance publique qui va faire un chèque de 5 milliards de dollars. Il va falloir des acteurs privés. Soit on permet l'émergence en Europe de plateformistes de la data, soit on importera les algorithmes. Et aujourd'hui, tout est fait pour empêcher l'émergence d'acteurs maîtrisant la data et maîtrisant les algorithmes. Et là-dessus, les pouvoirs publics sont suicidaires. Alors, c'est suicidaire pour le système de santé, pour le système assurantiel dans le futur, pour tous les acteurs de santé, c'est aussi suicidaire pour les médecins, puisque les médecins français ne vont pas participer à cette aventure de l'algorithme, ils vont être encore plus largués que leurs collègues américains qui vont participer à ça. Il faudrait mettre des gens qui ont une sensibilité data comme Jean de Carvasdoué davantage aux affaires que les technophobes que nous avons dans certains compartiments du système de santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas de réponse simple. On ne va pas faire émerger des plateformistes de la taille de Google, Apple, Facebook, Amazon dans le secteur de la santé en France en 5 minutes. Il faut limiter les freins réglementaires quand ils sont inutiles, tout en préservant l'anonymat des patients, bien évidemment. Il faut permettre au tissu de start-up d'avoir accès à la data pour faire émerger des petits algorithmes sectoriels, même s'ils ne vont pas concurrencer les grands fabricants d'algorithmes. Je me permets de revenir sur la puissance informatique, parce qu'on parle de big data.
il faut garder à l'esprit que la puissance des serveurs informatiques va faire x1000 dans la décennie qui vient et x1 million dans les 20 ans qui viennent. Il faut que nous intégrions le fait qu'aucun cerveau humain en 2025-2030 ne pourra lutter contre les systèmes experts dans un diagnostic médical. Les médecins doivent abandonner l'idée qu'ils vont faire les diagnostics en 2030. Ce sont les systèmes experts qui les feront. Et donc il y a urgence pour les docteurs, il y a une urgence pour nous, et on est pas mal dans cette salle à être docteur en médecine, il y a urgence à déterminer ce que nous allons faire dans ce système de santé. Allons-nous être effectivement les nouvelles infirmières ou allons-nous trouver d'autres poches, participer à la création de cohortes épidémiologiques, déterminer grâce au big data une politique de santé publique intelligente. Il y a des tas de choses pour reconvertir le corps médical, mais il faut bien avoir en tête que de toute façon, ce n'est pas nous qui ferons le diagnostic, nous signerons demain une ordonnance que nous n'aurons pas conçue. Récemment, Watson, et la génomique est un point important parce que c'est le cheval de Troie de la watsonisation de la médecine, hein. Watsonisation du nom du système expert d'IBM, Watson, je n'ai aucune action chez IBM. Récemment, il y avait une question qui se posait sur une mutation de P53. Watson a réglé la question en quelques secondes. Un humain aurait mis 38 ans, jour et nuit, sans prendre de vacances, uniquement pour lire la littérature. Même pas pour en faire la synthèse, simplement pour la lire. Ce qu'un être humain aurait mis 38 ans à faire, Watson l'a fait en 1/100e de seconde et a trouvé la solution sur la mutation de la protéine P53. Cette extension du champ de l'intelligence artificielle et des systèmes experts dans un monde de demain où la puissance des serveurs informatiques sera x1000 et puis x1 million par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, est inéluctable et doit nous faire aujourd'hui organiser au plus vite cette transition. Et dans cette transition, l'un des rôles pour les médecins, c'est d'être des acteurs de cette open data, de ce big data et de cette politique de santé publique menée par la data. Mais il y a urgence. La reconversion du système de santé est urgente. Il y a d'autres secteurs où la reconversion est importante. Quand on voit les prédictions de Guy Valencien qui pense que dans 5 ans, on aura des robots totalement autonomes qui remplaceront les chirurgiens, il y a aussi urgence à savoir ce que nous allons faire des chirurgiens en 2025, mais c'est une autre question. Donc il y a aujourd'hui une urgence industrielle, une urgence sociétale, mais aussi une urgence corporatiste. Que va-t-on faire du corps médical dans les 10 à 15 années qui viennent? Cette reconversion doit être organisée à froid et pas au chaud. Il ne faut pas que nous finissions comme les disquaires ou que nous finissions comme les gens qui vendaient de la pellicule photographique il y a 20 ans. Ce problème de santé publique est aussi un problème économique, est aussi un problème de reconversion. Il faut prendre garde aujourd'hui que nous ne soyons pas vassalisés dans 10 à 15 ans par les plateformistes et d'autre part avec une crise sociale majeure sur un corps médical que nous n'aurions pas formé et réorienté pour un monde où le big data et l'explosion des capacités informatiques sera une réalité de tous les jours. J'entends l'inconfort qui monte dans la salle. Je rappelle également qu'il y avait déjà urgence. Il y a plus de 6000 maladies répertoriées. Et il y a une errance diagnostique fantastique chez les personnes qui n'ont pas les 50 ou 100 maladies les plus fréquentes parce qu'il y a une résistance à l'utilisation des systèmes d'aide au diagnostic qui existent et qui sont bons depuis 20 ou 30 ans. Je m'adresse à Thomas et à Antoine sur le problème privé-public. Donc, on pourrait dire schématiquement que vous travaillez plus avec les entreprises, même si vous travaillez aussi avec le secteur public, et Antoine plus avec le public. En fait, quand on parle de open data, on parle toujours de la possibilité pour les autorités d'ouvrir la porte. Mais est-ce que le salut et la rapidité et l'évolution ne passent pas obligatoirement par le secteur privé ? La technologie pour bouger vite, privé ou public? Mais si on suit le raisonnement et si on suit cette logique de dire fondamentalement on est face à une révolution qui est majeure, qui va nécessiter des investissements majeurs, qui va être nécessité de mettre autour de la table fondamentalement les compétences, la réponse est forcément les deux. Et la réponse, elle est forcément qu'il va falloir qu'à la fois le secteur public et le secteur privé soient pleinement mobilisés pour faire face. Mais dans les textes que l'on voit,
on voit l'intention de celui qui les rédige pour cette partie Open Data de la loi de santé, la volonté de créer un niveau public puis privé pouvant enquérir auprès de ce que le public aura bien voulu déterminer. Oui, alors il y a effectivement une logique qui consiste à dire instance publique, nous sommes quelque part, nous avons à disposition un certain nombre de données et puis prenons pas assez vite, mais il y a cette logique de dire essayons d'en mettre plus à disposition, mais on a aussi quelque part cette logique sur de la donnée privée. Je pense que tout le mouvement, qui est quand même un mouvement de fond sur la transparence, sur la donnée des essais cliniques menés par l'industrie, et où de plus en plus, à la fois sous la pression des autorités, mais aussi de manière proactive, les industriels mettent de plus en plus, et il y a eu un certain nombre d'accords avec le NIH aux États-Unis, etc., où on voit bien que là aussi l'industrie pharmaceutique est en train d'aller vers ce même mouvement de fondamentalement donner beaucoup plus de transparence sur les essais qui mènent et sur cette donnée-là. C'est aussi un point, et après je te passe la parole, le problème de la notion de concurrence et de coopération. Est-ce que vous pouvez aussi traiter cet aspect-là? Parce que dans l'idéal, il faudrait toutes les forces en commun, sauf comment est-ce qu'après, chaque entreprise tire ses billes, sauf en passant des accords particuliers comme Novartis, Google. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de mythes par rapport au secteur privé et parfois beaucoup de méconnaissances. Il y a une sorte d'expérimentation que je trouve très intéressante. Elle est à l'université d'Oxford. C'est le système qui s'appelle WARN, qui est en fait un système on va dire, de surveillance, d'alerte précoce sur les résistances aux antipaludéens. Énorme problème de santé globale. En fait, ce qu'a fait l'université d'Oxford, c'est qu'il a été rechercher toutes les données de tous les essais cliniques disponibles sur les antipaludéens. Évidemment, des données privées de laboratoires pharmaceutiques. Tout le monde a dit c'est voué à l'échec. Jamais les laboratoires ne donneront leurs données. Aujourd'hui, 80% des données sont dans ce système. Et aujourd'hui, ce système est plus puissant que toutes les études de la collaboration Cochrane, qui en fait, elle, ne fait des méta-analyses qu'à partir, non pas des données individuelles, mais de ce qui est publié. Mais à partir des données, ils ont réussi à trouver des résultats, y compris même parfois qui étaient contre, je dirais, l'intérêt des laboratoires pharmaceutiques, qui pourtant ont donné leurs données, et certains médicaments se sont vus leurs autorisations de mise sur le marché menacées par ces résultats. Cette transparence, le grand intérêt de ce qu'a fait l'université d'Oxford, c'est qu'il a restauré la confiance. Il n'est pas venu de façon, je dirais, ni conquérante, ni dogmatique. Le problème que l'on a, nous, dans notre pays, ici, en France, c'est qu'on est souvent très dogmatique vis-à-vis du secteur privé ou vis-à-vis du secteur public. Par exemple, je ne sais pas ce que ça veut dire, le secteur public, quand on parle des données du SNIRAM, pardonnez-moi l'acronyme, enfin des données dont on a parlé d'assurance maladie, parce que l'assurance maladie, c'est de la pratique privée, c'est de la pratique hospitalière publique, c'est de la pratique de clinique privée qui se retrouve sous une assurance qui est une assurance publique universelle. Donc, quelle est la frontière entre le public et le privé? Ça n'est pas simple. Je pense que si on arrive à montrer que... si on arrive à restaurer la confiance en montrant qu'on peut vraiment, avec ces données, faire des choses qui vont améliorer la santé publique, la santé de chacun, alors peut-être que l'on progressera. Par exemple, au Saskatchewan, c'est un État du Canada, il y a eu, mais il y a longtemps, on ne parlait même pas à l'époque de Big Data, c'était des Big Data, il y a eu des analyses qui ont croisé chose quasiment péché capital à cause du dogmatisme que l'on a vis-à-vis de cela en France. Ils ont croisé des données de mortalité, des données d'hospitalisation et des données évidemment nominatives de soins dans le domaine de l'asthme. Et ils ont montré qu'il ne fallait plus utiliser les bêta-2-mimétiques de façon isolée, qu'il fallait les utiliser avec des corticostéroïdes pour éviter les crises très très sévères d'asthme dans un certain nombre de situations cliniques. Ça a été un papier dans le New England Journal of Medicine, ça a été quelque chose de très déterminant. Grâce à cette utilisation de données nominatives, on a fait progresser
la science et surtout la santé des patients. Je pense que si l'on arrive à montrer qu'un grand nombre d'applications peuvent être utiles aux patients, par exemple, moi j'ai deux échecs que j'ai connus à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Moi j'aurais bien aimé qu'il y ait, un peu comme sur le périphérique, une sorte de prévision de l'attente aux urgences. On avait déposé un brevet qui s'appelait Esperanza pour essayer de faire cela. Ça n'a pas intéressé l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Si vous allez aux hôpitaux de Genève, il y a une application qui s'appelle Smart HUG et vous avez toute l'attente de tous les hôpitaux. Et vous pouvez très bien aller dans un hôpital parce que vous n'avez que 10 minutes d'attente. Si vous avez le bras cassé, vous préférez aller dans celui-ci, etc. Vous savez, vous donnez aux gens la possibilité de piloter, de personnaliser leur propre santé et d'avoir des outils comme cela. Le deuxième échec, c'était trop, il n'y avait pas assez de discours de confiance. Moi, je dirigeais le service de santé publique de l'hôpital Tenon, donc à Paris, et j'aurais aimé qu'on affiche tous les jours le nombre d'infections nosocomiales qu'il y avait eu dans cet hôpital, et par service. Évidemment, ça a été impossible à mettre en place, et je pense qu'il faudra du temps, mais à mon avis, on gagnera à ce qu'il y ait une transparence qui soit au service du patient pour plus de pilotage personnel de sa santé. On aimerait savoir quels sont les médecins qui se conforment aux recommandations des pratiques médicales fixées par l'HAS, par exemple. Comment mettre fin? C'est comme ça en France. C'est-à-dire que cette histoire, c'est toujours ça en permanence, et on met en face le fait que les gens, finalement, ils sont assez bien traités. Si telle échelle d'évaluation du système français comparé aux Pays-Bas, États-Unis, les places en dessous de 10, c'est que l'échelle n'était pas bonne. Que faire? Et on en revient justement à juste créer et mettre plus de transparence sur les résultats réels et la qualité des soins qui est prodiguée dans ce pays, de manière à pouvoir mettre de la transparence sur les inégalités et les disparités qu'on trouve et qui sont majeures en fait quand on regarde maladie par maladie sur la manière dont les gens sont traités. Mais Antoine, qu'est-ce que tu as fait quand ils ont refusé? Est-ce que tu as fait grève? Juste été assez convaincant. Non, mais juste un exemple. L'Allemagne s'est lancée dans un mouvement il y a quelques années avec la Commission sur la qualité, justement de publier un certain nombre d'indicateurs de qualité sur les hôpitaux. Ils ont mis ces données en ligne. La première année, cri d'orfraie, ces données ne sont pas fiables, d'où vous sortez ces données, etc. Ce sont vos données. Elles ne sont pas fiables, c'est votre faute. Mais on va quand même les utiliser, elles sont là, etc. Au bout de 2-3 ans, la fiabilité des données s'est grandement améliorée. Donc simplement, ce mouvement de créer la transparence et de faire des choses avec ces données, en soi, est un moteur absolument puissant. Je crois que j'ai trouvé la solution. Je vais aller voir les pilotes d'Air France. Je voudrais, pardon de reprendre la parole, je voudrais donner un exemple de quelque chose qui est plutôt un succès, puisque le British Medical Journal avait titré un éditorial qui s'appelait French Lessons on Communicable Disease. C'est rare que les Anglais aiment prendre des leçons des Français, mais quand ils le titrent, on peut parfois en avoir la fierté. C'est le professeur Valeron. Quand il a lancé le réseau Sentinelle de l'INSERM, il a ouvert complètement les données à une époque où personne ne parlait encore de l'open data. C'était en 1995. Voilà, oui. C'était en 1984, mais c'est en 1995 que c'est arrivé sur Internet. Et les bases de données étaient complètement ouvertes. Et je me souviens de très près des discussions qui ont eu lieu avec les pouvoirs publics à ce moment-là, qui étaient tendues, mais où il a été capable de convaincre et de restaurer la confiance. Pourquoi c'était tendu? Parce que certains disaient, pour les gastro-entérites, par exemple, vous allez voir, les ostréiculteurs vont vous démolir votre laboratoire dès que vous montrerez une épidémie de gastro-entérite dans tel bassin où il y a des huîtres. Quand vous allez peut-être nuire au tourisme, vous allez nuire à l'économie nationale. Il n'y a pas que la santé, il y a aussi l'ensemble des autres secteurs qui pourraient souffrir à cause des données qui seraient parfois mal utilisées par les autres. Et en fait, il a tenu bon la barre, il a expliqué qu'il y avait un risque à la transparence et qu'il fallait absolument que l'on mette ces données de façon totalement ouverte. Et là, j'ai une petite discordance avec mon collègue de McKinsey vis-à-vis de l'open data des données d'assurance maladie. Pas une discordance sur ce qu'il a dit, et qui est tout à fait exact. Dans la plupart des pays au monde, il y a une fermeture vis-à-vis de ces données, pour plein de raisons. Mais je ne pense pas qu'on puisse
imaginer raisonnablement qu'elle ne puisse être ouverte qu'à des professionnels, des chercheurs ou des instituts. Non, la donnée, c'est comme un peu l'a dit Jean de Carvazoué tout à l'heure pour l'indépendance. Elle est totale ou elle n'est pas ouverte. On ne peut pas être à moitié ouvert dans ce genre de domaine. Je ne sais pas ce que veut dire un chercheur. Le chercheur est un citoyen comme les autres. Donc si le chercheur a accès, alors tout le monde doit avoir accès. Et je pense qu'en fait, quand tout le monde aura accès à ces données, on pourra probablement réduire les problèmes, les scandales de vigilance que l'on a aujourd'hui. Évidemment, il y a un risque à cela. Évidemment, il y aura des fausses alertes. Et si on arrive à faire cela en confiance, avec de bonnes équipes qui travaillent sur ce type de données, je pense qu'on y gagnera tous. Les deux derniers sur ouverture totale aux citoyens, comment y arriver? Célia? Par rapport à ça, je pense déjà qu'au niveau données, il faut bien voir la granularité des données. Ce n'est pas la même chose quand on parle de données brutes ou de données qui ont été retravaillées. Donc ça, c'est des notions qui sont importantes. Ensuite, je pense que je vais citer un chercheur, un ami à moi qui est chercheur et qui travaille sur l'open data. L'open data dans le gouvernement en général, et qui dit que souvent, ces données sont creuses. Pourquoi ? Parce qu'il y a un retravail avant de mettre ces données sur des portails qui est effectué. Et que souvent, les associations trouvent beaucoup plus d'informations en allant chercher sur des sites internet des données qui sont disponibles sur des sites que d'aller sur des portails. Donc ça, c'est des questions, je pense, qui sont importantes à mettre en avant. Et notamment, s'il y a ouverture des données, on a bien parlé avec l'économie du numérique, toutes ces transformations qu'on est en train de vivre aussi actuellement au niveau de la redistribution des valeurs, mais aussi de la captation des valeurs, d'enclosure d'enclosure informationnelle, l'enclosure de ces datas par le GAFA. Donc je pense que c'est important de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place aussi au niveau juridique, au niveau économique, des innovations qui permettent d'ouvrir ces données, tout en évitant aussi qu'il y ait eu finalement une recaptation, par exemple, par de grands groupes privés de ces données pour une utilisation de marketing sanitaire, etc. Donc je pense que c'est important d'avoir une vision claire et globale de l'écosystème actuel, des enjeux, parce que ces données, les données nous gouvernent, c'est aussi les données du pouvoir, et un enjeu socio-économique et politique majeur, et il faut vraiment avoir cette vision globale et voir comment adapter. Il y a beaucoup de travail qui sont faits aussi bien au niveau économique avec des cas théoriques qui sont nouveaux, le cas des communs par exemple, ou des innovations juridiques, des licences qui sont mises en place, plus adaptées à notre société d'aujourd'hui et aux transformations qu'apportent toutes les technologies de l'information et de la communication. Et voilà, je pense que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte et réfléchir aussi au niveau recherche par rapport à ça. Une note optimiste et pratique. Je pense qu'il y a un mouvement de fond auquel on n'échappera pas, qui est celui effectivement de la fluidification de cette donnée. Il suffit de voir quelle est l'attitude des plus jeunes générations face à la protection de leurs données personnelles et la quantité d'informations très sensibles qui aujourd'hui sont partagées sur les réseaux sociaux, etc. Et on a vraiment un changement presque de paradigme et d'attitude par rapport à ça. Et je pense qu'effectivement, on a, à côté de ce mouvement de fond d'explosion de la masse de données, un mouvement de fond fondamentalement, et je rejoins Antoine, de fluidification de la donnée. Et du coup, pour répondre à une question que vous posiez tout à l'heure, se dire, mais alors, jusqu'à présent, quelque part, la compétition entre acteurs privés se faisait beaucoup sur la propriété et l'accès à la donnée. Et je rejoins de ce point de vue-là ce que disait Laurent Alexandre tout à l'heure, c'est que progressivement, devant ce mouvement de fond, de plus en plus, la valeur, elle va plus tellement être sur l'accès à la donnée et la propriété de la donnée, mais sur la capacité à la traiter. Et donc sur cette notion d'algorithme et d'être capable fondamentalement plus vite que les autres et de manière plus insightful de réussir à on voit à cette table deux points de vue. On voit un point de vue progressiste. Peu à peu, on va se convertir. Et puis, on voit le fait que ce système et ces durs du mulot vont rester dans leur place jusqu'à la dernière minute. Et un jour, la plage, la vague va nous tomber dessus et on sera effacé et travaillant pour GAFA. En réalité, la médecine qui se dessine, notre hôte Guy Valencien l'avait décrite il y a déjà 25 ans. La médecine telle qu'elle se dessine aujourd'hui, Guy l'avait vue il y a 25 ans, il avait prophétisé cette médecine et à l'époque on avait rigolé. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être catastrophiste. Nous avons 5 ans pour utiliser les données, rentrer dans un big data, open data intelligent avec des tutelles qui comprennent ces enjeux
et des régulateurs qui ne soient pas des handicapés du mulot technophobes. Nous avons 5 ans pour développer une industrie française et européenne de l'algorithme basée sur une utilisation intelligente et éthique de ces datas dans un cadre conceptuel nouveau avec une compréhension des enjeux par les dirigeants. Et nous avons 5 ans pour reconvertir le corps médical de manière à éviter que nous, médecins, nous ne soyons pas, comme je le disais tout à l'heure, les infirmières de 2030. Les infirmières t'attendront à la pause. J'assume parfaitement ce propos. D'accord. Eh bien, je remercie les panélistes. Je pense que ça a été un débat formidable. Merci. Merci beaucoup.